l'occasion de la parution du livre de Horváth Pál, Chantre de la couleur, donc écrit par Roger Palm. Donc c'est un ami collectionneur de Monsieur Horváth Pál. Et ça a été édité par Art et Héritage de Jacques Toussaint. Dans des circonstances normales, nous serions à l'Institut culturel hongrois en présentiel, mais nous ne voulions plus attendre pour vous faire explorer l'univers de cet artiste. Par conséquent, nous sommes face caméra ici dans l'atelier de Horváth Pál. Je suis Florence Brody, je suis étudiante en histoire de l'art et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui ici dans votre atelier, entourée de toutes vos œuvres. Et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, car ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus à cause des circonstances actuelles. Donc, Horváth Pál, bonjour. Bonjour. Est-ce que nous pouvons commencer par la première question? Tout à fait. Merci beaucoup de votre présence et votre intérêt que vous portez à mon œuvre. Et nous avons l'occasion de parler déjà dans le passé. Je suis ravi de répondre à vos questions. Donc, on peut voir autour de nous que vous avez créé beaucoup d'œuvres, et ce depuis le début de votre carrière. Mais j'aimerais m'intéresser un peu plus à votre enfance, votre passé, et vous demander quelles ont été vos inspirations, qu'est-ce que vous avez gardé de votre enfance qui se retrouve maintenant autour de nous dans vos œuvres. Voilà, bon, c'est très simple. La situation familiale, le père, la mère, etc., le contexte familial est très important. En tout cas, je m'en rends compte, à part après, quand j'étais jeune, je ne me rends pas compte à ça. Mais la source profonde de la famille, mon père était artiste, aussi créateur, chef d'entreprise. Ma mère était une excellente cuisinière et aussi couturier. Donc j'étais déjà touché très vite, dans ma jeunesse, à l'art, à entourer des œuvres d'art, des tableaux, etc. Et donc j'étais déjà initié, en quelque sorte, sans que je puisse mémoriser quoi était exactement cette inspiration. Et ça a fait des démarrages aussi sur la couleur, parce que mon père était coloriste spécialisé dans la couleur. Et voilà, j'ai été autour, vraiment, tout mon entourage était la couleur. Alors, ajouter un peu le folklore hongrois, qui est aussi très riche en coloration. Donc, j'étais vraiment dans le centre d'intérêt total de mon avenir, qui est maintenant la couleur et la construction colorée, dans la géométrie. Voilà. Est-ce que c'est votre question répond bien? Oui, ça répond très bien. Vous avez donc eu une enfance en Hongrie. Oui. Et après, vous êtes venu en Belgique par après. Quelles étaient les circonstances de votre venue en Belgique et comment avez-vous commencé à créer ici? Est-ce que vous avez eu des inspirations qui sont venues grâce à votre déménagement en Belgique? Voilà. Eh bien, au départ, j'ai quitté la Hongrie. Avant de quitter la Hongrie, j'étais engagé dans un institut de recherche scientifique. Donc j'ai une base de scientifique, de formation, mathématiques, et la géométrie aussi, c'est pas anodin. Alors j'ai travaillé dans un institut de recherche à Veszprém, et voilà, j'étais chercheur, jeune scientifique chercheur, et j'ai fait beaucoup d'expériences, j'ai des brevets même en Hongrie à l'époque, à cette époque-là, et alors j'ai des inventions aussi, quelque sorte, dans la chimie. Et la formation vient après, qui est plus spécifique, plus spécialisée. Mais il y a un inné, c'est-à-dire que dans toute création, il y a une base. C'est la créativité, l'enfant, vous voyez, tout ça. Mais alors donc, j'étais à Veszprém, et après la Révolution hongroise, j'ai quitté le pays, vous connaissez l'événement, etc. Et je suis installé en Belgique en 1957. En mois de mars-avril, je suis arrivé en Belgique. Et j'ai suivi ici mes études après. Voilà. Et vous avez poursuivi vos études au niveau artistique ou toujours ce côté... En Hongrie, je n'ai pas fait de recherche artistique en gymnase, etc., parce qu'il y avait une certaine routine d'enseignement, de dessin, etc. Évidemment, j'ai fait des dessins après nature, comme tout le monde. Mais par après, ici, en Belgique, en immigration, que j'ai suivi vraiment un cours de perfectionnement, mais qui est engagé dans le commerce, parce que c'est un art graphique.
c'était pas l'art. Je n'ai pas pratiqué l'art, malheureusement, encore, parce que je n'avais pas la possibilité de pratiquer. Je devais vite passer à l'alimentaire pour gagner ma vie, faire des affiches, etc. Donc, rapidement, j'ai fait l'étude d'art graphique, design graphique ou design industriel. Et vous dites que vous avez donc commencé par ce métier de graphiste. Et est-ce que ça vous a inspiré pour devenir cet artiste que vous êtes aujourd'hui? Non, il faut distinguer les deux cas. C'est-à-dire qu'un artiste travaille pour soi-même, pour son inspiration. Tandis que la publicité graphique, design, est une commanditaire derrière. Ce n'est pas l'artiste qui commande, il faut illustrer. Nous étions quelque sorte de mercenaires du commerce. Nous avons fabriqué pour améliorer des produits et de le mettre en image pour pouvoir le vendre. C'est le consumérisme, nous sommes en plein dedans. Et en fait, ce n'est pas l'art. C'est-à-dire que c'est une autre partie de l'art. Mais c'est vraiment une fonctionnalité majeure. Tandis que l'art, c'est autre chose. L'individu qui est créateur, en face de son œuvre, c'est une tout à fait autre base. Ça n'a rien à voir avec la propagande commerciale. Donc c'est aussi, il faut distinguer ces deux phases. Donc mon évolution, c'est duplicité, le source familiale, la couleur, la base, le constructivisme déjà senti avec le Bauhaus, Mont-Linois, etc. Mais que ici, je suis tombé dans l'enseignement technique, professionnel, qui est le commerce. Donc je dois servir au commerce, la consommation. Et j'ai appris bien, j'ai fait des graphismes d'affiches, d'abord commerciales et après culturelles, parce que j'ai fait aussi beaucoup d'affiches culturelles dans des musées, etc., dans la fondation. Voilà. Donc un peu, ça a démarré mon travail de constructiviste, parce que c'est venu plus tard, je n'avais pas les moyens de pratiquer. Je devais tout, d'abord construire mon démarrage, ma manière de le faire, pour pouvoir aller quelque part. Parce que les ressources commerciales, ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même inspiration. Et est-ce qu'il y a eu un événement marquant ou quelque chose qui vous a fait dire, voilà, maintenant, j'arrête d'être graphiste et je deviens artiste par mon propre... C'est une grande question que vous posez. Et je peux vous répondre plus tard, mais la première chose essentielle que je ne dois pas oublier, que j'ai participé au 58 de grande exposition universelle à Bruxelles, quand on a construit l'Atomium. J'ai travaillé quotidiennement comme ouvrier, graphiste, peintre, lettreur. J'ai peint des façades de stands à 58 pour les commerces de l'exposition universelle. Donc j'ai été appliqué directement dans le métier de lettreur. Peintre, lettreur. C'est pour ça que je suis les lettres, les chiffres, parce que ça me reste dans ma mémoire. Vous voyez? Et alors, bon, après, j'ai commencé à faire mes études à la Cambre, etc. Donc, le graphisme, le design, c'est après. Mais il n'y avait pas de... C'est pas évident de cette transition. C'est du temps qui passe entre-temps. Beaucoup de choses, on n'est pas compétent, on est jeune, on essaie d'apprendre son métier. Et alors, petit à petit, on commence à avoir un peu de confiance en soi. Hein, dans le métier nouvel, pas dans l'art, parce que l'art n'était pas de question. Dans le sens du terme exposé, oui, j'ai travaillé tout le temps, j'ai peigné. J'ai gagné le prix de bronze à Villers-la-Ville en 1965, parce que j'ai fait des cathédrales démolies, de cathédrales gothiques. J'ai fait des recherches déjà cubistiques, déjà à la couleur, abstrait géométrique, abstrait réel. J'ai une pièce magnifique qui se trouve à Budapest. C'est une pièce originaire qui est à Budapest, qui était faite à Villers-la-Ville, où j'ai gagné le prix de bronze pour faire la géométrisation du cathédrale gothique. Donc c'est le premier mixage que je me suis permis de faire, parce que ce n'est pas la publicité, ce n'est pas le design graphique, c'est l'histoire, le gothique et la construction de mon inspiration propre. C'est assez marrant comme coïncidence, ce n'était pas voulu, je vous assure, ce n'était pas spéculatif, c'était l'inspiration directe, l'inspiration sur le sujet à Villers-la-Ville. Donc c'est vraiment cette géométrisation, cette abstraction qui déjà, vous a vraiment... dans mes veines, à cause de Bauhaus, avec Mont-Linois, Kepes, et tous ces gens-là qui ont fait notre patrimoine, qui a influencé évidemment tout artiste. Je crois qu'il y a beaucoup d'artistes dans le monde hongrois qui sont inspirés de Bauhaus, j'espère. En tout cas, moi j'étais en plein dedans. Hein. Moi j'étais vraiment... paralysé par le bonheur de virus de la création de Mont-Linois ou des autres. Hein?
Pour moi, c'était des leaders à suivre. Pour un jeune quête qui vient comme ça à 19 ans dehors, évidemment, il cherche ses ancêtres, comme Bartók ou d'autres. On cherche ses liens historiques à ses ancêtres, sa racine. On ressent vraiment toute cette inspiration autour de nous en regardant vos œuvres, vraiment le Bauhaus qui vous a amené jusqu'à maintenant. Et j'aimerais aussi qu'on parle un peu... donc le livre nous fait voyager surtout à travers vos œuvres d'avant l'an 2000. Oui, tout à fait. C'est une période avant 2000, le livre ne stipule pas que quelques pièces qui sont références, mais à partir de 2000, le changement, pas net comme ça continue, mais disons, j'ai abandonné les dessins géométriques, j'ai beaucoup de dessins de pastels, des sculptures géométriques, hein, en dessin. Donc j'ai énormément de dessins, j'ai 6000 dessins de toutes sortes, mais géométriques, mais sculpturales, comme des bâtiments. J'ai dessiné des bâtiments. La première église que j'ai dessinée, c'était 1957 en Belgique, avec un architecte, j'ai fait une cathédrale, un basilique dessiné par moi-même. J'ai le dessin original. Donc on m'a demandé de faire une basilique dessinée moderne. Hein, bon, on n'a jamais réalisé, mais l'architecte m'a demandé une idée. Donc j'ai déjà dessiné une temple. Hein? Ouais. Enfin bon, c'était une entre parenthèse, maintenant je ne vais pas dévier le sujet. Oui, donc votre question, je ne sais pas, il faut que vous me rappeliez. Donc je disais qu'on parlait surtout de toutes ces œuvres que vous avez faites avant l'an 2000. Avant 2000, c'est ça, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce que vous faites maintenant, donc par après? Oui, il y a beaucoup de choses parce que je dois dire quand même un truc que je n'ai pas su. Comment dire, je ne savais pas les ressentir logiquement dans ma tête, mais j'étais toujours un type très curieux de nature, terrible. Et ma mère m'a appelé comment dirais-je, je vais dire la traduction, c'est pas la même tête. J'étais tellement curieux que j'ai foutu le camp tout le temps. J'ai baladé tout le temps et j'ai disparu en 2 secondes. J'étais à une table pour étudier, par exemple pour le baccalauréat. J'ai mis tous mes livres, tout ça, et j'ai foutu le camp par la fenêtre. Je ne pouvais pas rester sur place, je devais partir dans le plein, hein, terrible. J'étais très curieux, donc vagabonde. Et ma mère l'a appelé le vagabonde. Ma mère m'a appelé vagabonde. Hein, Csavargo. En hongrois, il m'a appelé Csavargo. Parce que j'étais tout le temps foutu le camp. On ne m'a pas trouvé. 2 secondes, j'étais disparu. Par la curiosité, tout simplement. J'étais très timide, vous savez. J'étais très timide au départ, je ne vous ai même pas parlé. Maintenant, je parle trop, même trop. Mais à l'époque, je n'osais pas ouvrir ma bouche. Mais j'ai travaillé tout le temps. J'ai cherché, mélangé des substances, des couleurs. J'étais une fanatique des mélanges, de découvertes. Voilà, un petit dans le profil. Mais par rapport à ça, vous dites que vous avez découvert beaucoup de choses en étant plus jeune. Et est-ce qu'on retrouve cette inspiration par exemple, je pense à tous vos totems qui ont été créés, la verticalité de vos œuvres. On le retrouve en marchant dans les bois, j'imagine. Oui, absolument. C'est très bien, vous avez très bien vu, parce que, comme on dit, on cherche l'étoile inaccessible. La verticalité, c'est ça. La polarité, par exemple, on va parler tout à l'heure sur les boussoles, etc., que j'ai découvert, l'orientation cosmique que nous faisons partie, et ça m'a toujours intéressé comme gamin. Et en fait, c'est un des physiciens, professeur à gymnase, qui m'a découvert le boussole. C'est lui qui m'a expliqué. On a fait des tests même nous-mêmes. Chaque élève devait construire une boussole. Donc c'est dans mes veines. J'avais 15 ans, 13 ans. Je connaissais le boussole. Pas parce que j'étais scout, j'étais pas scout. J'étais un jour scout, un dimanche, et après foutu le camp parce que je ne pouvais pas être en communauté. J'aimais les gens, hein, mais je pouvais pas rester avec une groupe, une équipe. Je ne pouvais pas faire ça. D'ailleurs, j'étais très vite en indépendant quand j'étais en Belgique. J'ai fait moi-même indépendante parce que j'ai travaillé dans les agences de publicité. Mais je ne pouvais pas rester. J'aimais les gens, j'adore les gens, hein. Je suis très humain, hein, mais je ne peux pas rester demi-heure avec quelqu'un plus. J'ai besoin de moi-même évader pour me ressourcer avec n'importe quoi. Paraît un certain égoïsme, mais non. J'ai besoin d'oxygène. Et j'ai une terrible envie de liberté. Toujours, j'avais une idée totale de liberté.
personne qui peut museler. Et nous avons, hélas, l'expérience de toutes les dictatures hitlériennes avant, et les staliniennes après, et le reste après. Donc j'étais féroce adversaire, toute domination, toute autorité. J'étais même parfois allé, pas la délinquance, mais j'ai respecté par les lois. C'est-à-dire que j'aimais le chemin nouvelle. Tracer une pas quelque part dans la neige, et personne n'est passé de... L'aventurier, c'est ça. En fait. J'étais un timide aventurier. Et donc, vous avez parlé de la boussole. La boussole. Ça m'a fait penser à votre œuvre qui se trouve à Gare du Nord. Oui, tout à fait. Que tous les Bruxellois connaissent. Ça, vous pouvez un peu plus expliquer l'idée qui est derrière? Je ne sais pas est-ce qu'il y a la pellicule encore pour tourner, mais je ne vais pas être trop long. Mais cette professeure de physique à son bataille, à notre gymnasium, que j'ai fait mon bac, à l'époque, nous a vraiment enseigné la boussole. Et j'ai appris après qu'en fait, dans la politique à l'époque de Hongrie, des grands profs universitaires descendent à la province pour donner des cours dans les écoles primaires, premières. Donc j'ai une chance énorme. J'ai un professeur d'université, un scientifique, physicien qui m'a donné des cours à élémentaire. Et c'est lui qui a dit le boussole. Et alors nous, les élèves, à son bataille, tout le monde devait remplir un verre, d'eau. On a rempli de l'eau et on mettait sur l'eau un lame de rasoir Gillette. Et automatiquement, sur la capillarité de l'eau, parce qu'il est bombé, comme vous voyez, un verre, vous remplissez un verre total, vous avez les pellicules, enfin, le surface de l'eau, remplisse totalement tendu sur le verre. Et vous mettez une gilette, il se met automatiquement le nord-sud, automatique, parce qu'il est magnétisé, c'est un métal. Et on a démontré, c'était professeur dans la classe, on était 25 élèves, on était comme ça, bouche bée. On a fait nous-mêmes notre boussole. Et ça marquait à vie. Pour moi, c'était suffisant. Pour l'Amérique, que je suis orienté nord-magnétique, l'axe de la Terre, c'est l'axe de l'étoile polaire, exactement. Nous avons la polarité parce que ça tourne la Terre, mais nous sommes tous orientés vers le nord. Et les Chinois, il y a 8500 ans, ont inventé le boussole. Les Chinois, 8500 ans avant nous, pour orienter des bateaux. Vous vous rendez compte, c'est quand même une histoire extraordinaire, quoi. Voilà pour le boussole. Voilà. Ah oui, donc on a parlé, donc ça aussi c'était avant, du coup... Avant, donc j'ai quitté la Hongrie en 57, 57. Non, 56, déjà en Noël, j'étais en Allemagne, en Autriche. Donc j'ai traversé la frontière juste avant Noël, 56. J'ai été attrapé 4 fois, mais j'ai évadé, toujours j'ai évadé, on m'a arrêté, j'ai évadé. J'ai trouvé les moyens de gentil de me foutre le camp. Je ne pouvais pas imaginer de tenue, c'était plus fort de moi. J'étais très poli, très gentil, mais j'ai bifurqué à 2 secondes. J'ai regardé la faille du système, j'ai toujours regardé les failles où le système est faible. Il faut prendre le départ parce que vous allez vous sauver, hein? Personne qui vous sauvera. Hein? Ça, je vous dis à tout le monde. Comme mes élèves, je dis toujours que sauvez vous-même tout seul, hein? Mais soyez conscients. J'ai dit à un de mes amis tout à l'heure que j'étais enseignant et j'ai dit toujours à mes élèves, je ne peux rien vous enseigner. Mais une seule chose, je peux vous dire, soyez vous-même. C'est la seule énergie qu'on a propre. On est génialement constitués. Chacun, nous sommes uniques. D'ailleurs, il n'y a pas une double, jamais sosie. Oui, ressemblant parfois. Non, on est unique. Génétiquement, on est unique. Donc, nous devons débrouiller avec notre génie propre. Chacun a une génialité. C'est évident. Mais on essaie de dire, ah, tu es faible, n'essaye même pas. Tu ne vas pas arriver. On est comme ça, cette mentalité, retirer l'autre parce qu'il a une audace. Non, il faut laisser vivre chacun. On a un avenir à chacun de nous. Mais il faut profiter. Donc il faut une prise de conscience de soi, pas exagérer, pas dominer les voisins, puisqu'il est autre, le voisin. Gauche, droite, qui que ce soit, est autre, pas moi. Moi je suis unique. Donc c'est très important de mettre dans le cerveau de jeunesse qu'il est unique. Il n'a qu'à laborer son terrain d'agissement, son chemin, unique, parce que c'est unique. Il ne faut jamais rentrer dans les pas des autres, jamais. Comme la neige, vierge. Vous traversez, vous allez à nulle part.
Mais c'est l'aventure, vous avez un but quand même, quelque part. Vous avez dit que vous étiez enseignant. Oui, alors j'ai enseigné. Vous avez pourquoi enseigné, on m'a enseigné J'ai enseigné tout simplement parce que j'étais le seul dans le cambre. Enfin, on était chacun étudiant à la cambre. Et en fait, j'étais le seul pratiquant indépendante. Je n'étais pas allié à une agence de publicité, j'étais seul. Et alors, le professeur, c'était un architecte, à CAD, à la place du Châtelain, m'a demandé de venir. Et alors, je dis, mais pourquoi vous me demandez que je viens vous donner de cours? Il dit, écoutez, vous êtes seul, qui est indépendante. Vous avez des clients personnels que vous traitez. Et on a besoin pour un professeur qui est sur le terrain, qui a des commandes officielles avec des firmes. J'ai travaillé pour Bayer, pour Boehringer Pharma, beaucoup de pharmaceutiques que j'ai travaillé parce qu'il y avait très beaux publicités qu'ils ont fait très élégants. Et j'aimais ce territoire. Et alors bon, j'étais engagé comme prof et le professeur m'a dit, l'architecte M. Van Eyck, il dit, écoutez monsieur, faites-moi une page, ce que vous voulez donner cours. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Non, mais n'importe, vous me donnez 10 phrases et vous enseignez. J'ai tombé dessus, je dis, comment? Je dis, mais monsieur Van Eyck, vous êtes sûr? Je suis quand même pas trop rodé, quoi. Bon. Non, 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 il dit, mais vous êtes pratiquant. J'aime les gens qui pratiquent, c'est-à-dire qui sont dans le métier tous les jours, avec des clients, pas attachés à une maison, indépendants. Vous êtes indépendant. Vous avez débrouillé, vous allez téléphoner à gauche, à droite pour trouver du boulot, quoi. Donc, on a besoin de vous. Il faut transmettre aux jeunes qui soient courageux, chercher des clients, téléphoner, fixer rendez-vous, essayer de montrer, défendre son travail. Alors, j'ai tombé dessus parce que je n'avais pas cette conscience à l'époque. Évidemment, quand on est jeune, on ne doit pas se battre. Et il n'était pas de question pour moi à faire l'art, ça je vous dis directement. Hein. J'ai commencé à faire vraiment intensément faire l'art après les 60. Hein. J'étais tout le temps dans le boulot, gagner ma vie, trouver des clients, téléphoner, refaire, faire des projets gratuits. J'ai fait toujours 5 projets à la fois. Je n'ai pas de détails, je ne sais pas est-ce qu'on a la place pour dire, mais par exemple, on m'a aimé dans l'agence de publicité parce que j'étais ultra rapide. On m'a convoqué, je suis arrivé, il dit, voilà, monsieur Bat, il y a ça à faire, etc. Je dis, ok. Il dit, vous ne savez pas faire des projets pour demain? C'était la galère, hein? Et bien, je n'ai pas dormi, je suis rentré à midi, j'avais rendez-vous à 11h, je suis rentré et j'ai commencé à bosser. Projet, jusqu'à 4h, 5h du matin. J'ai dormi un petit peu, et à 9h, j'étais, non pas 9h, à 11h. 11h, j'ai dit, mais quand même, je l'ai un peu soufflé. Et puis à 11h, le lendemain, j'ai emmené 5 projets. Croquis, maquettes, lendemain. Et on a choisi dedans, on n'a pas choisi. Quand on n'a pas choisi, je suis parti sans payer, rien du tout, récompense et rien. Mais j'étais un type qui s'allumait très vite pour faire le truc. Et je ne comptais même pas est-ce que moi payer ou pas payer. Pour moi, ce n'était pas une question de payer. Tu pourrais toujours manger, boire un verre. Hein. Donc je n'avais pas cette obsession de l'argent. Je ne connais pas l'argent pour moi. Je ne connais pas. Hein. Et en fait, j'ai emmené les projets. Et alors, chaque fois 4-5 projets. Alors, ou bien très souvent, ils m'ont redemandé de développer une plus. Alors j'ai retourné encore. Mais alors finalement, ça ne marchait pas toujours. Donc j'ai travaillé beaucoup pour rien, pour être vrai, mais ça ne m'a rien foutu, ça m'a fait rien que j'ai fait. Je n'étais pas rancunier. Moi, je ne me fais pas mon jeu, quoi. J'étais tellement ravi de chercher. Donc ça m'a fait plaisir, j'étais heureux de fabriquer des trucs, des concepts. Et est-ce que cette production rapide, comme vous dites, est restée maintenant aussi quand vous créez? Oui, maintenant aussi, c'est-à-dire que j'abandonne. Je travaille sur 10 projets, 20 projets. J'écris 2 livres maintenant, 2 livres. Je fais des citations, je fais des trucs. J'ai étudié les cunéiformes. J'ai commencé à l'université à cunéiforme dans les années 70. J'ai appris, j'ai traduit le code Hammurabi, fantastique, comme gamin. Après, j'ai commencé le japonais, j'ai commencé la calligraphie. Oui, je voulais ajouter, mon papa était une excellente calligraphe. Il avait des lettres encore, des courbures de lettres
il faisait ça. Et il écrivait à toutes les connaissances de la famille, tous les Noëls, Nouvel An, ou bien des fêtes, des noms des gens, il écrivait des lettres. Et tout le monde adorait mon père parce qu'il écrivait bien leurs noms. Enfin, il était lettreur. Comme dans sa jeunesse, c'est vrai. Il était peintre, dessinateur de sigles, comment dire-je, Ziemfester, Ziemfester. Ziem, c'est-à-dire que titre ou nom, le lettrage sur le magasin, il faisait ça quand il était tout petit. Okay. Donc j'ai hérité ça aussi. Donc, maintenant, je ne vais pas me vanter, c'est pas ça, vous savez, mais c'est malgré moi, c'est une histoire, j'ai tombé bien. Hein? Je suis tombé bien, quoi. Je suis devenu lettreur, je suis devenu peintre, la couleur, bon, tout ça. Et c'est abstraction géométrique. Donc, et mon coup que j'aimerais bien faire dans l'avenir, de prouver que l'abstraction c'est relative. Le visible est aussi relatif. Ce qu'on voit, on ne voit pas ce qu'on voit. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Vous me voyez ici, mais moi je vous vois derrière vous. Donc déjà, vous ne pouvez pas le voir la même chose que moi. Donc l'abstraction, c'est toute une abstraction pour vous, ce que je vois, et moi j'ai une abstraction, ce que vous voyez derrière moi. Donc l'indéfinition, le non-définition, ce qu'on voit, est éternelle et constante de tous les jours. Vous dites qu'on a vraiment chacun sa propre vision. Absolument. Et ça se retrouve aussi dans ce qu'on crée. Et donc chacun crée sa propre vision, mais on a tout de même des choses qui nous inspirent et quelque chose qui nous mène jusqu'à ce qu'on fait. Et donc je voulais vous poser la question s'il y avait des personnes majeures qui vous ont vraiment inspiré durant votre parcours. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes vraiment tourné vers un art comme vous faites maintenant? Oui, absolument, vous avez raison de poser cette question. Mais répondre difficile à cette question parce que il y a tellement de constructivistes et art construit dans toutes les tendances. Bon, mais personnellement, j'ai un contact personnel avec Vasarely et son fils Ivan. J'étais voir à Paris, etc. Et il est exposé ici à Bruxelles, Vasarely, chez Vérandémon, avenue Louise, et j'habitais en face. Donc j'ai descendu au vernissage et j'ai fait connaissance, tous les Hongrois étaient là. Les gens étaient par terre, comme ça, comme de bon Dieu, étaient dans son fauteuil, et tout le monde regardait, lui, qu'est-ce qu'il racontait? C'était Dieu. Parce qu'il parlait très bien, c'est un homme très intelligent, très carré, enfin bon, cubique, etc. Et tout le monde écoutait, alors j'ai parlé avec lui, évidemment. Et après son décès, j'ai exposé plusieurs fois en sa présence, c'est-à-dire que j'ai une œuvre à moi, ou son œuvre. Donc évidemment, l'art optique m'a talonné, évidemment. J'étais influencé par Vasarely, bien sûr, mais j'ai passé outre aussi, parce que je ne vais pas cantonner dans une démarche personnelle, parce qu'il y a d'autres constructivistes, d'autres cubistes aussi, avec Picasso et Braque, etc. Évidemment, j'ai tout digéré. C'est sans prétention, mais j'étais un tel très studieux. J'ai lu tous les articles, donc je me suis imprégné, je me suis laissé influencer. Je savais que finalement je vais choisir peut-être une option personnelle. Mais je devais m'imprégner, hein, c'est comme l'histoire. Il faut savoir l'histoire, son histoire, ses ancêtres, ses racines, pour avancer, je crois. Et alors j'ai eu beaucoup d'influence, évidemment. Mais je crois que je peux faire beaucoup de choses. Je peux faire de l'air, je peux peindre, portrait, tout. Ça me stimule, si vous voulez. Hein? Mais bon, peut-être si je vis 120 ans, parce que j'ai décidé de vivre 120 ans sans prétention, peut-être je peux encore arriver à faire des choses différentes. Hein? Voilà. Oui, il y a toujours de l'inspiration, de la nouvelle inspiration. Oui, le mot inspiration, tout le monde a une inspiration, seulement les gens ne se rendent pas compte qu'il faut écouter leur savoir, le cerveau, l'estomac et les deux lobes du cerveau est capable, le cortex, tout ça, agencer ça. Mais on n'a pas enseigné à l'école. Mon petit-fils, tu apprends l'alphabet, ABCD, mais tu ne penses pas, mais il y a autre chose aussi, tu sais. Tu as beaucoup de cerveau, étudie. Il faut encourager les jeunes pour se découvrir eux-mêmes.
Et on a des chemins extraordinaires qu'on peut choisir à gauche, à droite. Hein. Et on est toujours unique dedans. Il ne faut pas écouter tout le temps les voisins, ni les opinions des autres. Vous l'écoutez, vous êtes poli, vous écoutez. Vous ne contredisez pas, parce qu'on n'est pas tout le temps. Non. Mais vous acceptez ce que vous convient. Hein. Parce que finalement, c'est vous sauvez vous-même, vous-même. Ce n'est pas les voisins. Merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir pris votre temps pour répondre à ces quelques questions. Et c'est avec plaisir de nous avoir écoutés. Voilà. Merci bien.